conférence des Semaines de la souveraineté. Aujourd'hui, le thème, c'est la péréquation, avec le professeur de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, M. Mathieu Arès. M. Arès est spécialisé en économie politique internationale, en gouvernance de l'investissement direct, en intégration nord-américaine, en régionalisme dans les Amériques, en politique étrangère et commerciale du Mexique, ainsi qu'en relations Canada-Mexique. Il détient un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval, une maîtrise de l'Université d'Ottawa en analyse des politiques et un doctorat en sciences politiques de l'Université de Montréal. Il est actuellement co-directeur de l'Observatoire des Amériques et membre du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Aujourd'hui, il nous parle de péréquation. Il va tenter de répondre aux questions comment fonctionne la péréquation, est-ce que le Québec pourrait se passer de péréquation, est-ce que le Québec a déjà versé de la péréquation à l'Ouest canadien. Toutes les questions que vous aurez, il pourra y répondre, on le souhaite. Donc, bonne conférence tout le monde et accueillez M. Mathieu Arès. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce panel. C'est juste pour la vie que c'était moi le panel. Dernièrement. Mais c'est pas grave. Donc, c'est un peu le rôle de prof pour démystifier un programme qui est un peu méconnu mais qui est assez central dans le fonctionnement du Canada. Comment éviter, évidemment, de faire une espèce de bilan par rapport à la question nationale, mais aussi au fédéralisme un peu de relations interprovinciales et canadiennes. Je pense que la péréquation, habituellement, c'est une conférence qui est plutôt très technique. Je sais qu'il va en avoir, vous allez, sur mon côté, l'économiste, va en avoir plein de graphiques tantôt, mais globalement, je trouve que poser la question maintenant, et on est assez chanceux, les organisateurs sont assez chanceux quand ils ont fait leur programmation, évidemment avec la question de la baisse des revenus pétroliers, qui va affecter évidemment la richesse globale et évidemment dans 2-3 ans, le calcul de péréquation. Donc on arrive à un moment où c'est assez intéressant de poser cette question-là sur la péréquation. Sans plus tarder, évidemment, ceux que j'ai déjà eu comme étudiant, les Orbanon, les Gossiques, lui, c'est mon côté environnementaliste. Il y a certains trucs qui viennent de différents cours que j'ai donnés. Mais globalement, quand on pose la place du Québec dans le Canada ou en Amérique du Nord, on a toujours l'impression qu'on est dernière classe. C'est un peu vrai. En termes de revenus par habitant, tout ça. Mais là, l'idée, c'est qu'il faut mettre ça en contexte. On est les derniers du peloton de tête. Hein, c'est ça, il faut faire attention. Avec ou sans transfert, le Québec serait un pays globalement riche à l'échelle internationale. Dans un contexte plus canadien ou plus encore pire nord-américain, bien évidemment, on fait un peu moins bien que nos voisins immédiats. Mais globalement, on est relativement pauvre, bien que globalement riche. C'est un peu la place générale du Québec. Évidemment, ce que je vous ai montré ici, c'est une répartition. En rouge, c'est tout dépendant de la teinte. Évidemment, en rouge, c'est très, très riche. Donc, globalement, les Américains sont plus riches que les Canadiens. Et d'une manière générale, les gens de l'Ouest au Canada sont plus riches que les gens de l'Est. Le Québec arrive dans la moyenne basse à ce niveau-là. Globalement, l'endroit le plus riche en Amérique du Nord, c'est un paradis fiscal, c'est le Delaware. Et le plus pauvre, c'est l'île du Prince-Édouard. On est dans ces extrêmes-là. Ici, c'est des parités de pouvoir d'achat, donc ça tient compte de l'inflation, du coût de la vie. Généralement, on dit que le Québec est plus pauvre, mais les loyers coûtent moins cher, donc en termes de qualité de vie, le Québec offre un engagement quand même assez intéressant. Un dollar. On va passer vite. D'autres types exactement de même chose, donc c'est un peu une façon de visualiser. On est techniquement juste un peu en dessous de la moyenne canadienne, et plus on va vers les maritimes, plus c'est pauvre. Et évidemment, les plus riches, c'est les territoires du Nord-Ouest. Il faut faire attention, il y a à peu près 30 000 personnes qui vivent là. Essentiellement, ils travaillent dans des mines, et notamment dans les mines de diamants.
Donc, pas plus accepté d'arriver dans un endroit où il y a 2 heures de clarté ces temps-ci. Ben, évidemment, on va vous donner des salaires conséquents. Donc, ça fausse un peu la moyenne, mais globalement, les provinces riches, c'est, je ne cache rien, l'Alberta, la Saskatchewan et, surprenamment, un peu le Terre-Neuve à cause du pétrole. Mais sinon, l'Ontario est une base industrielle plus centrée sur des emplois syndiqués, entre guillemets, pour ne pas dire l'automobile, alors que l'industrie manufacturière québécoise est plus légère. C'est pas un bon mot. Et globalement, donc un petit peu moins payant le secteur manufacturier en termes de salaire. Mais grosso modo, ces deux sont à peu près sensiblement la même économie. L'Ontario, eux, avec le bonus, des jobs syndiqués dans le ça bougeait un peu. Vous allez avoir des sources, j'ai pris ça sur le net. Je n'ai pas le temps de tout ça. Antagonistes, évidemment, les autres, ils sont plutôt libertariens, si on fait ça comme ça. Et j'ai d'autres aussi, je vais avoir des sources comme Iris, donc j'essaie de varier, pour pas que ce soit juste des gens complètement de la gauche ou trop à droite. Mais ça donne quand même une idée. Mais globalement, au point de vue économique, le Québec ne reçoit pas tout à fait sa part des investissements. Donc, c'est peut-être au niveau de ce niveau-là que ça marche. Le bouton de droite. Ah, parfait. Et c'est ça, c'est globalement un des problèmes que nous avons, bien évidemment, c'est qu'on reçoit peu d'investissements. Les données que vous voyez là, c'est complètement faussé par le pétrole. Donc, si on ferait une historique, ça serait beaucoup mieux. Mais comme il y a eu le boom des matières premières, pour ne pas dire énergétiques, il faut voir que maintenant, à l'espace d'à peu près une décennie, donc le boom du pétrole commence quelque part au début des années 2000, 2003-2004, et c'est à peu près 10 ans que ça roule. Globalement, le Canada a reçu à peu près 200 milliards de dollars dans les sables bitumineux. Donc, c'est énorme. Et maintenant, à peu près le quart de tous les investissements étrangers au Canada cumulés, donc le stock, on peut parler en économie, ben, c'est du sable bitumineux, c'est du pétrole. Et donc, quand on dit ça, on n'a pas de notre part, c'est vrai. Mais d'un côté, on n'a pas beaucoup de pétrole non plus pour attirer les investissements. Donc, ôter le pétrole, puis on serait beaucoup mieux équilibré en termes de population par rapport aux investissements. Mais globalement, le Canada fait mauvaise figure dans les investissements autres que ressources depuis une dizaine d'années. Ça, ce n'est pas un problème québécois, c'est un problème canadien. Mais évidemment, il y a toute la question des ressources. Il y a M. Charest qui sort du timing, il a lancé le plan Nord juste quand les prix des matières premières ont baissé au Québec, et c'est devenu le plan mort. Hein, puis on rigole, mais c'est pas la faute de Mme Marois, c'est pas la faute de M. Couillard, c'est pas même la faute de M. Charest, c'est simplement, c'est la demande globale. Donc, globalement, les gouvernements ont peu à faire dans ce type d'industrie. Hein, si le pétrole marche, ça n'a pas beaucoup à voir avec l'Alberta ou le gouvernement fédéral. Ça a rapport avec la demande globale internationale. Et on l'a très très bien vu. Il y a un surplus de pétrole, les prix se sont effondrés, même très très rapidement, il y a quelques mois de passé de 100 $ de baril à moins de 50 hier. Okay. Ça, c'est un peu plus de notre faute. Donc, les investissements, globalement, on ne fait pas très au Canada, et c'est surtout dans les ressources naturelles. Globalement, le Québec a historiquement un taux de chômage plus élevé que la moyenne canadienne. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons du chômage. Il y a des raisons géographiques. Dans ce cas-ci, moi, je pense que ça explique beaucoup de choses pour le Québec en termes de chômage. Je ne sais pas si vous le savez, là, on est à quoi, 8 millions de Québécois, il y a 14 millions d'Ontariens. Ben, dites-vous que le réseau routier québécois est 2 fois supérieur au réseau routier ontarien. Concentration de la population. Ce que ça fait, c'est que nous, toute proportion gardée, on a beaucoup plus de petits villages isolés. Donc, c'est des villages qui n'ont pas accès nécessairement à un marché de l'emploi très performant. Qu'est-ce qu'on fait? On vide la Gaspésie, puis la Côte-Nord, puis l'Abitibi. Et donc, structurellement, le fait de la structure même de la répartition de la population au Québec fait que c'est plus difficile de créer un emploi quand on sort des grands centres. Deuxième problème qu'on a, c'est que le fleuve, c'est bien beau, mais techniquement, ça divise le marché en deux. Si
Si vous êtes en Gaspésie, vous n'allez pas vendre des choses à cette île le lendemain. Donc, on va globalement. Donc, il y a des raisons structurelles. Il y a des raisons aussi dynamiques. Je ne vous cache rien, le prochain siècle, ça va être le siècle de l'Asie. Si vous êtes bon en géo, on est où? L'avenir est au sud-est et nous nous trouvons à être au nord-est. Donc, exactement le mauvais endroit de l'Amérique du Nord, celle qui est la façade atlantique, tournée vers l'Europe. L'Europe va nulle part depuis une décennie. Deuxièmement, c'est beaucoup plus facile de créer des emplois dans l'Ouest, en Californie, ou généralement plus à l'Est. Structurellement, on s'est éloigné de là où c'est hot, et donc c'est beaucoup plus difficile pour nous. On va dire, oui, mais il nous reste quand même New York, puis les Grands Lacs, tout ça, puis c'est beaucoup d'Américains. Il faut voir que les dernières décennies, les Américains ont manqué de cap leur maison. Donc, notre marché d'exportation naturelle allait mal, ça explique aussi des problèmes qu'on a. Ils ont beaucoup moins accès au marché asiatique en forme. C'est une des raisons que, globalement, c'est plus faible. Ça le fait, hein? Ah, c'est ça. Là, c'est évidemment, si, globalement, on fait moins d'investissement, deuxièmement, on est un peu, on souffre d'un peu plus de chômage qu'ailleurs, on en arrive à dire, ben oui, la base fiscale. C'est ça qu'on vient de parler de fiscalité, on parle essentiellement de revenus, donc de financement de programmes. Globalement, on a moins de riches au Québec qu'ailleurs. Je vais me dire, ben, c'est tant mieux, ça règle certains problèmes. Il y a moins de tension sociale, il y a une meilleure distribution de la richesse, et tant mieux, ça a des effets bénéfiques, cette structure-là. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la taxation, c'est les riches qui payent le gros des impôts, et donc on a relativement peu de riches. Évidemment, les impôts reposent plus sur la classe moyenne, et éventuellement, on définit la classe moyenne comme beaucoup plus basse. Et donc, d'un point de vue strictement fiscal, le Québec a moins de capacité fiscale parce que les revenus sont plus bas qu'ailleurs, parce qu'on travaille moins, parce qu'on est plus au chômage. Ça, c'est que vous avez déjà lu, c'est ça. Essentiellement, d'un côté, vous avez les raquettes d'impôts en termes de pourcents. Les très, très riches au Québec, ça commence à 91 000. 91 000, c'est quoi ça? Ouais. C'est un code bleu. Hein? Donc, autrement dit, nos fonctionnaires machin, sont dans les classes les plus riches, c'est pas normal. Normalement, ça devrait être des commerçants, ça devrait être des entrepreneurs. Mais nous, comme on a pratiquement peu de riches, on est obligé d'aller même au niveau des fonctionnaires, globalement. Ça me fait rire parce que la plupart des profs ici sont là. Quand ils disent on est contre 1%, je regarde ton chiffre de paie, je me dis que tu es dans 1% Québec. Non, mais c'est un peu ça. La structure est relativement basse, donc il faut baisser les trucs. Puis ça se vérifie à toutes les catégories comme par rapport au bon. Ça, c'est amusant. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'évidemment, tout le monde l'a fait. C'est l'ancien premier ministre Bouchard qui disait « travailler québécois ». Ben, il avait parfaitement raison d'un point de vue statistique. Le Québécois moyen travaille moins que les autres membres de la Fédération. Essentiellement, c'est pas qu'on travaille moins par semaine, c'est juste qu'on prend nos retraites plus tôt. Donc, généralement, dans le reste du Canada, ils arrêtent de travailler autour de 60 ans. Nous, la moyenne est plutôt 57, 58. Et donc, il y a 2 ans de moins de travail, donc 2 ans de moins que les gens payent des impôts. Etc. Plus en bas, vous avez un pénurie de main-d'œuvre, vous avez une dette à payer, ça va se corriger très, très rapidement, cette affaire-là, parce que je n'aurai pas de fonds de retraite. Donc, à long terme, il n'y aura pas de problème statistique. Mais essentiellement, c'est une question de prise de retraite. Donc, ça pourrait se corriger relativement. Bon. Si on travaille moins, on est moins bien payé, puis il y a relativement plus au chômage, bien évidemment, ça affecte les capacités fiscales et donc toute la structure des transferts fédéraux. Il y a 2 grands types, on va le voir plus en détail, mais il y a 2 grands types de transferts. Il y a les transferts fédéraux pour la santé et l'éducation, qui sont
un problème pour toutes les provinces. Et c'est fait en fonction, non pas d'un calcul, mais simplement du prorata de gens qui, du coût de santé, etc., etc. Donc, c'est à peu près le même somme qu'ils donnaient à tout le monde. Il y a un gros débat au point de vue budgétaire par rapport aux transferts fédéraux, c'est que M. Flaherty, ex-M. Flaherty, feu M. Flaherty, avait dit, à partir de maintenant, on va indexer au rythme de la croissance du PIB, la croissance réelle. Et donc, ça nous donne, grosso modo, à peu près, on espérait 2,5, puis cette année, on va être, sur encore M. Poiloche de la Banque centrale du Canada, on est peut-être en récession ou on sera peut-être. Quand on baisse drastiquement les taux d'intérêt, sans le dire à personne le matin, c'est que ça va plus loin qu'on pense. Mais globalement, ça serait 1 ou ça va être fait cette année. Ça veut dire, mais le problème, c'est qu'en éducation, en santé, M. Couillard nous rappelle, M. Poitier encore plus, ben, les coûts d'augmentation, c'est 6 par année. Donc, on est plafonné aux augmentations de transfert. Et c'est pour ça qu'il y a un débat. Mais ça, c'est un débat autre. Hein, c'est sur le rythme du transfert des programmes fédéraux, puis sur un transfert général pour toutes les provinces. Mais le Québec considère évidemment qu'il y a un manque à gagner. Là où il y a une marge de manœuvre qui est plus spécifique, puis c'est la question d'aujourd'hui, évidemment, c'est la fameuse question de péréquation. Alors, c'est quoi la péréquation? L'image ou la caricature qu'on fait, c'est de l'argent de l'Alberta qui est envoyé directement de Calgary, d'Edmonton, directement à Québec. C'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un transfert de province à province. C'est simplement, c'est un programme fédéral. Comme les pensions de vieillesse, comme l'armée, comme, je ne sais pas, il y avait des postes. Donc, tout ce que ça fait, c'est simplement, c'est qu'on regarde les capacités fiscales de chacune des provinces, on crée une moyenne nationale de richesse relative et le gouvernement fédéral va compenser sous forme de paiement de péréquation. Donc, c'est comme essentiellement une harmonisation des capacités fiscales de l'État. Pourquoi? Bien évidemment, en disant les provinces qui sont moins chanceuses d'un point de vue économique, ben, pourquoi ils ne seraient pas capables d'avoir des aussi bonnes écoles ou des aussi bons hôpitaux? Donc, il faut être capable de n'importe où au Canada. C'est un peu spécial. Il y a quelques pays dans le monde qui ont ce type d'organisme de péréquation formelle. Aller aux États-Unis, ça n'existe pas. Il n'y a pas de système de péréquation formelle. Et quand je parle de ça à mes étudiants, je dis, regardez où sont les bases américaines. Ils sont dans les États paumés. Pourquoi? Ben, c'est une manière d'amener de l'argent fédéral dans les États pauvres des États-Unis. Quand il y a toujours une attaque, vous remarquez, ça part toujours d'Alabama, puis de la Georgie, puis toutes les places un peu paumées aux États-Unis, c'est là que sont les plus grosses bases. Pourquoi? Ça fait des soldes militaires qui dépendent dans la région, qui achètent de la nourriture, etc., etc., etc. Donc, ça crée l'activité. Donc, les autres pays ont des systèmes de compensation, on appelle ça du développement régional ou de compensation. Nous, il y a un modèle fort. Donc, comment on le calcule? Essentiellement, il y a 5 grandes sources de revenus pour un État, pour une province. Les impôts sur le revenu des personnes, les revenus, les impôts sur les entreprises, les impôts fonciers, mais essentiellement, ce n'est pas la province qui les retire. Dans notre cas, c'est de transférer une municipalité. Et aux commissions scolaires, techniquement, c'est de juridiction provinciale. Évidemment, les royautés qui peuvent avoir lieu sur les ressources naturelles. C'est pour ça qu'on fait souvent l'association pétrole, ressources naturelles, plein d'argent de royauté pour l'Alberta, puis nous, le pétrole, on n'en a pas. Et on essaie d'aller plutôt vers l'eau, vers les mines et globalement la forêt. Donc, ça lui donne une certaine marge. Là, ça, c'est les 5 catégories, mais elles sont sous-divisées à certaines catégories. Les pouvoirs de taxe, les pouvoirs de jeu et de compétences provinciales au Canada. C'est pour ça qu'il n'y a pas de loterie fédérale, c'est vraiment les provinces. Or, si le Québec décidait demain de fermer complètement l'Auto-Québec, il leur reçoit à peu près 1 milliard avec l'Auto-Québec, ça ferme ça complètement demain, mais dans le calcul des possibilités fiscales du Québec, on disait le Québec de lui-même a renoncé à exploiter pleinement cette ressource-là qui devrait lui rapporter 1 milliard, et on va le pénaliser dans sa capacité fiscale. Hein, donc, on dit il y a tant de points d'impôt que tu peux aller chercher dans ces 5 grands secteurs-là. Si tu ne le fais pas, c'est une décision, vis avec ta décision, mais on va te couper dans ta vie. On va considérer que tu as eu 1 milliard, mais tu as renoncé comme si c'était un programme régulier. Donc, c'est comme un choix budgétaire. Okay? Donc, c'est assez complexe.
Pour permettre une certaine planification, le programme est orienté pour augmenter, donc les revenus versés par le fédéral au titre de la péréquation suit l'évolution du PIB réel. Donc, et techniquement, on le calcule, on fait ce calcul-là à peu près aux 3 ou 4 ans. À chaque fois, on change. Ça dépend un peu de la conjoncture, mais globalement, pourquoi? C'est pour permettre une certaine planification. Pour savoir combien je vais recevoir du fédéral l'année prochaine, pour être capable de savoir combien j'engage de professeurs ou je construis de routes ou ce que vous voulez. OK? Et donc, il y a une espèce de programmation, mais évidemment, c'est calculé pour un certain nombre d'années. Comme je l'ai vu, c'est ça, c'est des coûts, j'ai mis simplement la courbe. Si le prix du pétrole descend demain, est-ce que automatiquement ça veut dire que l'année prochaine, il y a moins de péréquation? Non, c'est pas si direct que ça. Hein? C'est parce qu'il peut y avoir une augmentation évidemment du PIB, mais il peut y avoir déjà des engagements du fédéral de dire le programme pour les prochaines années, c'est tant de milliards. Puis même s'il y a moins de revenus, il va s'arranger pour devenir comme ça. Hein? C'est pas automatique. C'est pas parce que l'Alberta peut rentrer en restriction aujourd'hui que l'année prochaine, on n'aura pas des baisses de ça peut arriver plus tard sur la 3, 4, 5 ans. Si ça continue, ça va jouer sur le PIB. Un peu la même chose, ça c'est juste un graphique qui est intéressant parce que c'est un peu, on avait adopté le mode de calcul. Globalement, on est dans un mode aussi de stabilisation de programme au nom de la lutte de l'équilibre budgétaire fédéral. Donc le taux absolu de croissance de la péréquation lui-même a été maintenant ajusté, non pas tellement en termes de besoins. Dans le temps, on tenait beaucoup plus des besoins fiscaux des provinces. Maintenant, c'est beaucoup plus de la croissance de l'économie, donc des objectifs budgétaires fédéraux. Et donc, une stabilisation comme telle des revenus au privé. Bon. Grosso modo, comme vous voyez, on est dans la ligne bleue, là. On est juste en dessous de la moyenne des provinces, donc c'est pas catastrophique. Le problème, c'est qu'évidemment, à l'île du Prince-Édouard, il y a Anne et Green Gables, puis une paquet de Japonais qui prennent des photos, c'est tout ce qui habite dans l'île. Par capita, c'est énorme. Le problème, c'est tellement peu, ça ne fait pas beaucoup sur le budget fédéral. Au Québec, on est, somme toute, beaucoup, même si on reçoit beaucoup moins que les autres. Et donc, en absolu, le Québec reçoit à peu près la moitié du programme. La moitié des coûts du programme est versé au Québec, parce qu'on est nombreux. Mais en termes de sommes vraiment versées, c'est beaucoup moins que tous les autres. Le seul qui reçoit moins, puis encore cette année, il reçoit beaucoup de flou, c'est l'Ontario. L'Ontario avait été maintenant éligible, maintenant elle aussi, à la péréquation, par exemple, sur de près de 200 $ par habitant en France. Comme vous voyez, évidemment, c'est un peu ce que je disais. Ça, c'est un bilan un peu de l'ensemble des transferts. Le Québec, on touche relativement beaucoup de péréquation. Et d'une manière générale, puis évidemment, la santé, tout le monde reçoit la même chose, l'éducation, tout le monde reçoit la même chose. Et ça varie, évidemment, à cause de la péréquation, des transferts que le Québec touche. Ça, c'est les valeurs absolues. Il y a eu une forte croissance. Le Canada, évidemment, il y a eu 2008, tout le monde le sait que, pas parce qu'on est intelligent, on était chanceux. Le désastre économique avait deux racines, un système bancaire américain qui était frivole. On est chanceux, on a un bon système bancaire canadien qui est plutôt solide, donc on n'a pas eu de crise de l'immeuble, contrairement aux États-Unis. Et deuxièmement, on était évidemment, on a bénéficié de l'entrée en masse de la Chine et de l'Inde et des autres pays qui ont besoin de matières premières, et donc on a eu globalement relativement facile. Tous les pays développés, le Canada, peut-être l'Australie, ont été de ceux qui étaient du bon côté de la clôture. Donc on n'a pas senti tant que ça les effets de la récession de 2008. Globalement, on a quand même senti un peu, vous voyez la stabilisation dans la courbe, parce que sans qu'on soit dans des désuétude, on n'était pas dans une période de prospérité si clairement que ça, confronté à un vieillissement de la population, un vieillissement des infrastructures, etc. Donc on a vu une stabilisation. Mais globalement, comme les cours comme il y a un boom dans les ressources et dans l'énergie, à chaque année, il y a une augmentation des mesures de transfert. Pourquoi ils ont été si fortes? Deux effets. Premier effet, la montée des prix des ressources du pétrole, mais aussi c'est qu'il y a eu un effet qu'on reviendra tantôt. C'est que le Québec, même si dans l'ensemble ça a relativement bien été, a quand même relativement plus souffert que la moyenne canadienne. Pourquoi?
parce qu'un haut taux du prix du pétrole amène ce qu'on appelle un effet de mal hollandais. Le mal hollandais, c'est simplement quand votre monnaie, dans ce cas-ci le yuan, s'aligne sur une devise, sur la monnaie nationale. Donc, c'est très facile à un moment donné de dire une pièce de pétrole augmentait de $1, vous voyez, le yuan montait de 2 sous. Le pétrole perdait $1, le lendemain, le yuan baissait de 2 sous. Et donc, ce que ça fait, ça, c'est un effet récessif sur nos exportations plus traditionnelles, exactement, ce que le Québec exporte. Donc, il y a la même chose pour longtemps. Et donc, ça explique aussi pourquoi il y a eu cette baisse. Donc, beaucoup de revenus de pétrole, une faiblesse plus grande de l'économie québécoise face à la récession mondiale. Et effectivement, ça nous a pas couvert, mais ça a engendré des difficultés, donc une augmentation des versements en titre de l'exploitation. Question qu'on voit tout le temps, est-ce qu'on paye plus au fédéral qu'au provincial, que le Québec en reçoit? Ben, non, tout ça, tout le temps, ça a été, les transferts fédéraux sont plus supportés. On a dit tantôt, à l'autre époque, c'était l'inverse. Quand on a fondé le Canada, il y a 100 ans, c'est le Québec qui a payé pour toutes les autres provinces. On s'entend. C'est quand même pas l'Alberta qui a payé pour leur train. Il n'y avait pas d'Alberta quand on a construit le train en Alberta. On a construit le train pour mettre du monde en Alberta. Et donc, c'était payé essentiellement par des impôts. Donc, ça dépend des époques. Et ces temps-ci, on est plutôt dans la part des transferts et de la péréquation, ça c'est le budget Marceau, donc c'est avant le budget de l'État. Mais globalement, c'est à peu près, grosso modo, 15-16 milliards qui rentrent au titre de transferts fédéraux. Là-dessus, il y a à peu près 10 milliards de dépensés. Et grosso modo, c'est à peu près 25% du budget du Québec. Donc, c'est très important. Puis évidemment, de l'autre côté, ici, dans le coin bleu, ben, c'est la répartition générale que vous voyez pour vous donner cette humanité. Mais c'est une part substantielle des rapports. Monsieur Létard était très chanceux quand il a fait son exposé de décembre. Pourquoi? Parce que l'année passée, ça avait été encore mieux qu'on pensait en Alberta, et donc ça a augmenté la richesse relative de l'Alberta. Et donc, quand on a fait vraiment le décompte de la moyenne, le fédéral est obligé d'envoyer une centaine de millions de plus à M. Létard, ce qui lui a permis de boucler son budget cette année. L'année prochaine, ça ne sera pas ça. Il n'y aura pas de réajustement. C'est si grand. Bon. Et finalement, ce que je vous ai dit, évidemment, l'ensemble des transferts par rapport au reste des provinces. On voit mal, j'ai fait la capture d'écran, ça n'a pas tellement beau. Le Québec, on est autour de 25 l'île Trésor, 33 et ceux qui en reçoivent le moins, c'est Terre-Neuve. Mais le Terre-Neuve, traditionnellement, c'était celle qui recevait le plus. Donc, là encore, c'est pas le bon. Là, je peux peut-être ouvrir, je vais pas si longtemps, je ne sais pas que j'ai pas trop de format, mais il faut réfléchir maintenant à savoir si on peut poser la péréquation comme un programme fédéral en sens et la question nationale. Personnellement, je trouve que c'est un faux débat. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première raison, une province pauvre ou relativement pauvre ne devient pas riche avec la souveraineté ou ne devient pas pauvre non plus. C'est pas lié automatiquement comme ça. Il ne faut pas se faire des peurs. Mme Marois l'avait dit, il y avait des turbulences. Elle s'est fait rabouer. Mais globalement, le Portugal ne remet pas en question sa souveraineté parce qu'il est plus pauvre que les pays européens. Les Américains sont plus riches que nous, on l'a vu tantôt. On aime aller en Floride. Personne ne demande d'immigrer, malgré le froid. Et donc, c'est des questions complètement différentes. Donc, vous avez un petit peu être riche ou pauvre, ça c'est moins bon. Deuxième chose, la péréquation fait partie même du fédéralisme canadien de peu près toujours. Là, c'était même constitutionnalisé, c'était un des... quasi constitutionnalisé, c'était une des clauses qu'on s'en rappelle. Vous en rappellerez pas, vous êtes plus jeune, mais les 5 conditions, il y avait la péréquation dans les de Beach, si je me rappelle bien. Et donc, ce programme fédéral, on reçoit plus, on reçoit moins, ben oui, mais ça marche un peu comme ça aussi. Hein. Quand on aura des bonnes années, on enverra notre part du gâteau, tant mieux. Troisièmement, ce n'est pas un très bon argument dans la richesse ou la pauvreté relative.
si on dit, ben, regardez les Écossais. Les Écossais étaient plus riches que les Britanniques en général, justement à cause d'une question de pétrole. Bon, ça va marcher. La Catalogne, là aussi, a des visions un peu plus riches, légèrement, que l'Espagne. Là, peut-être ça va marcher. Mais non, on ne peut pas, le niveau, c'est une question parmi d'autres. Hein, en termes d'affirmation nationale, c'est pas la question qui préoccupe le plus de gens. Et globalement, c'est ça, c'est ici, il y a des choses qu'on n'a pas d'emprise, mais il y a des choses qu'on a des emprises aussi. Hein, je veux dire, la question de l'économie québécoise en général, bon, c'est à nous aussi à la faire fonctionner. Hein, et c'est ça qui va être déterminé si oui ou non on va être riche ou pas. C'est pas ce qui se passe en Alberta, c'est pas ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe chez nous. Hein, et c'est ça qui va faire que oui ou non on va être relativement riche ou relativement pauvre. Et c'est beaucoup moins avec ces questions de transfert vers l'administration. J'arrêterai là, peut-être qu'on peut poser le débat. J'ai posé cette question-là aussi un peu pour lancer le débat un peu d'ensemble de la semaine de la souveraineté. Donc, s'il y avait des questions, ça me fait plaisir. Bonjour, donc je vais essayer de lancer une question pour initier la période de questions. Donc, je me demandais, vous avez parlé de l'économie des provinces canadiennes, du lien avec les prix des matières premières, particulièrement du pétrole. Est-ce que vous diriez que, parce que j'ai déjà vu des études qui montraient que les revenus, par exemple, de l'Alberta et des autres provinces où il y a du pétrole les revenus fiscaux dépendent à presque 80% des prix des matières premières. Est-ce que vous diriez que dans tout le débat sur la péréquation et les transferts fédéraux en général, la donnée sur la stabilité de l'économie est peut-être mise de côté, en fait? Est-ce que le Québec aurait une économie plus stable qui dépendrait moins des prix des matières premières fixés par le marché mondial, ou bien est-ce qu'en réalité, on est vraiment juste moins riche? La réponse est oui. On a les deux. Alors, le Québec est à la fois un pays, une province industrielle, manufacturière, avec même sur ceux-là, la plupart des champions canadiens sont ici, hein, Bombardier, c'est pas ontarien, c'est ici, je sais pas, moi, Transforce, Dollarama, ceux qui marchent bien, c'était Montréal, hein, c'est ceux qui avaient investi à la bourse, c'est les compagnies québécoises qui allaient depuis 2-3 ans, sont obligés de devenir riches. Mais aussi le Québec des régions. Et c'est là que, ça joue beaucoup. Donc, on est un peu cassé en deux en termes d'économie. Donc, il y a l'économie, moi j'appelle le Drummondville à la frontière, et à peu près le reste. Et donc, à court terme, on prend les pâtes et papiers. Ben, les pâtes et papiers, on était la capitale du papier journal, mais maintenant il est tablettes. Donc il y a un phénomène de transformation même de la demande de papier. Deuxièmement, ben là c'est pas pire, ça s'est stabilisé aux États-Unis, mais il y avait la question aussi que les Américains perdaient leur maison, fait que des bungalows, ils en construisaient plus, fait qu'envoyer les 2x4 donne rien. Et donc il y a des phénomènes qu'on est touché très vite. On a parlé tantôt du plan Nord, mais le plan Nord, il n'a pas de plan. On attend que l'entreprise dise « oui, je suis intéressé à développer telle mine ». Et là, M. Couillard a dit ben, on va construire un chemin de fer, on va agrandir le port. C'est pas un plan, ça. C'est simplement du pragmatisme bien compris. Il n'y a pas de plan, là. C'est une joke, ça. Mais oui, mais sauf que c'est pas évident de créer des emplois au nord de cette île aussi. Hein, donc, il faut faire attention. Sur ce qui est de la base manufacturière, plus proprement dit, tout le monde s'entend que la baisse du prix du pétrole va favoriser nos entreprises. Pourquoi? Bien évidemment, les coûts de production, quand tu es un territoire hyper étendu, relativement morcelé, bien, dès que tu baisses les coûts de transport, bien, déjà, tu te donnes un gain de productivité énorme. Il y a quelque chose d'un peu fou au Québec, c'est qu'on s'amuse à taxer énormément le coût de l'essence. Ça, c'est quand tu es un petit manufacturier de Montmagny, ben, tu deviens non compétitif par rapport à quelqu'un qui est plus près du marché américain. Donc,
il faut ajouter nos... Donc, juste question de transport, ça va être bon. Deuxième chose, qui va être relativement bon, c'est que surtout, ça va permettre à nos clients, donc aux Américains, au reste du Canada, d'avoir plus d'argent. Et donc, d'implémenter la paix. Et comme, en plus, ça fait baisser le prix du dollar américain canadien sur les marchés, nos produits vont être très concurrentiels. Et donc, on devrait avoir une reprise. Ceci dit, il y a un problème, c'est qu'il y a quand même des entreprises qui sont mortes. Et donc, ils sont mortes. À cause de la récession, à cause du dollar trop fort. Et donc, ça, c'est long que les entreprises. Il y a un ajustement, mais globalement, ça va. Puis oui, effectivement, l'économie du Québec, généralement, est mieux structurée que même l'économie ontarienne. L'Ontario, c'est pas le débat de péréquation, mais l'Ontario est en train de se faire vider de son industrie automobile au profit du Mexique. On ouvre des usines au Mexique, on les ferme à Chihuahua. C'est temps-ci. Il faut faire très attention. De toute façon, gardée, c'est beaucoup plus difficile en Ontario qu'au Québec dans les années à venir. Mais bon. Est-ce que le Québec est la province au Canada? Je pense que la plus grande diversité économique au niveau manufacturier pour des ressources naturelles. Donc, est-ce que c'est la province qui est la moins à risque éventuellement, avec une baisse des ressources, des prix des ressources naturelles, d'avoir un défaut de paiement ou une crise solidaire? Malgré que la dette est présentement un peu élevée. Non, ben actuellement, on est chanceux parce que, au contraire, à cause que le pétrole a baissé, on a baissé les taux d'intérêt, donc ça aide le gouvernement à payer sa dette. Donc, oui. Non, la plus grande vulnérabilité du Québec, actuellement, c'est son niveau d'endettement public. Ça, c'est le plus grand danger. Parce qu'on regarde la base, vous venez de dire, l'économie du Québec est assez bien diversifiée. Et beaucoup moins vulnérable. L'Ouest, si le pétrole baisse, mais le delta, c'est fini. L'auto va mal, l'Ontario va souffrir. Tandis que nous, ben oui, on n'est pas bon partout, mais on est partout. Donc, si on reçoit un mauvais coup quelque part, ben on peut essayer de se rattraper. Et effectivement, sur notre base manufacturière industrielle est mieux diversifiée. Même si souvent on est peut-être comme dans le manufacturier, on n'est pas dans l'auto qui est moins payant, mais